Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il aimait la rêverie, la solitude. Il trouvait qu'il était difficile de ricaner depuis 1940. Il aurait voulu être officier de marine. Le mot « problème » lui faisait horreur, et s'il s'était laissé aller, il n'aurait fait que lire les dictionnaires. Des cris d'horreur dans ses romans, vraiment ? Qui êtes-vous, Paul Morand ? Première diffusion sur la chaîne nationale, le 1er juillet 1951. Veuillez écouter Qui êtes-vous ? Une émission d'André Gillois. Aujourd'hui, Qui êtes-vous ? Paul Morand. Catherine Gris, je vais vous demander d'abord de décrire le visage de Paul Morand. Le cheveu Isabelle, l'œil brun clair, très étroit, presque à fleur de tête, sous des paupières étonnées, très rapproché du nez busqué, au bout assez pointu, la bouche mince, le menton en léger retrait, M. Paul Morand, avec son teint d'ivoire patiné, a l'air d'un fils du ciel en visite chez les Occidentaux. On l'imagine en robe de mandarin, la calotte de soie noire posée sur son crâne curieusement rejeté en arrière, tel on pourrait le reconnaître sur une gravure ancienne. Deux expressions se jouent sur son visage, l'attention polie et une indifférence qui n'est pas moins. Digne, courtois, patient, résigné, il semble avoir tissé entre le monde extérieur et lui un fin réseau d'impénétrabilité. On découvre cependant une faculté surprenante, celle de susciter chez l'interlocuteur une fièvre de découverte, un prurite de curiosité, une foule de sensations qui permettent à M. Paul Morand de rester quasiment muet, ou de répondre par des phrases lapidaires qui le dispensent de donner son avis ou de préciser sa pensée, non pas par prudence ou peur de choquer, mais par réserve et désir d'avoir la paix. On a l'impression d'être devant un grand voyageur posé là entre deux stations, mais par une sorte de congédiement non formulé, il vous renvoie vers le train que vous n'avez pas à prendre et que brusquement vous avez peur de rater. Ainsi suggestionné, on peut penser que M. Paul Morand est un personnage diabolique alors qu'il est simplement déconcertant. Eh bien, Monsieur Paul Morand, je vais commencer, si vous le voulez bien, par vous prier de vous soumettre à un petit test. Je rappelle qu'il n'est pas préparé spécialement pour vous. Ce sont des questions auxquelles il vous suffit de répondre aussi brièvement que possible. Éprouvez-vous parfois des sentiments dépressifs ou êtes-vous toujours très entrain, satisfait, voire exalté ? Non, j'éprouve très souvent des sentiments dépressifs, mais mes accumulateurs se vident très vite et je les recharge très très vite aussi. Supportez-vous facilement un échec ou un revers ? Oui, je considère toujours que c'est de ma faute et j'ai beaucoup de complexes. Si le mot complexe si arrive le mot tout de suite, complexe alors. arrive tout de suite, mais enfin, il est là. Bien. Même si vous ne vous y êtes pas attardé sérieusement, vous est-il déjà arrivé de songer au suicide ? Ah oui, souvent. Souvent. Toutes les sortes de suicides. Ah bon, parce que vous avez envisagé dans le détail. Mais j'ai écrit un petit livre sur le suicide. Êtes-vous toujours inquiet ? Avez-vous l'impression que rien de ce que vous faites n'est achevé ? Ah, bien entendu. Je suis loin de penser que j'ai réussi à dire ce que je voudrais dire. Avez-vous un besoin incessant de vérification et de scrupule ? Oui, je suis extrêmement scrupuleux. Tout ça se tient du reste. Êtes-vous impressionnable et suggestible ? Très impressionnable et très suggestible. Surtout en surface, et puis pas ensuite, et puis profondément à nouveau. 3 couches. 3 couches. Avez-vous parfois l'impression de ne pas être bien présent, d'être comme éloigné de la réalité, de vous sentir bizarre ? Ah oui, très souvent. Par exemple, quand je fais une conférence, je suis toujours assis à côté du moi qui conférencie. Et c'est un moi qui est attaché à la table, tandis que l'autre a envie de s'en aller. Êtes-vous souvent la proie de vos moindres désirs, de vos caprices, et tout frein a-t-il le don de vous exaspérer ? Oui, j'ai écrit L'homme pressé, c'est tout de même l'histoire d'un homme qui est très soumis à ses caprices. Son impression du moment. Votre humeur oscille-t-elle suivant certaines périodes ? Certaines périodes de la journée ou certaines périodes de l'année ? Ou certaines périodes de la vie ? L'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre de ces hypothèses.
Enfin, prenons d'abord dans la journée. Est-ce que Oui, votre oui. humeur est égale d'un bout de la journée à l'autre? Ah non, le plaisir des jours et dans la matinée, j'adore la matinée. Je me sens gonflé à bloc dans la matinée et ça se termine vers l'heure où j'ai faim. Oui, ce qui est assez normal en somme. Et ensuite, une fois que vous avez mangé, Dans la première partie du repas, j'ai faim, dans la seconde, j'ai sommeil. Après, je fais toujours la sieste. Toujours la sieste pour des raisons de... Enfin, il faut couper le courant nerveux. et quand vous vous réveillez, c'est une nouvelle matinée ou bien? Ah non, malheureusement pas. Non, non. Alors je ne retrouve la lucidité qu'au milieu de la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, où j'aime bien lire. Est-ce qu'il y a des moments de l'année où votre humeur est différente? Est-ce qu'elle change d'un bout de l'année à l'autre? Ou est-ce que vous êtes Il y a l'exaltation du printemps que tout le monde ressent, je crois. La sève. Vous êtes sensible aux saisons? Je suis très sensible aux saisons. Et alors, puisque vous m'avez... Et au vent aussi, n'est-ce pas? Les vents du sud me mettent complètement à plat. Enfin, comme tout le monde, ça n'a aucun Et intérêt de et alors, m'expliquer ça. est-ce que votre humeur a changé au cours de votre vie? Ah oui, certainement, énormément. Énormément. J'ai eu depuis 7 ou 8 ans une période d'immobilité, de repliement sur moi-même que je n'avais jamais eu l'occasion de connaître. Alors, autre question. Le travail vous est-il facile pendant un certain temps au cours duquel vous déployez une grande activité, puis à un moment donné vous est-il lourd, improductif? Autrement dit, une partie de votre activité créatrice est-elle quelquefois mise en veilleuse? Ah oui, pendant des années, le travail d'abord m'est toujours odieux, comme à presque tous les écrivains. Et puis ensuite, j'écris une ligne, je vais me promener, je vais bêcher, je vais faire de la bicyclette, j'interromps tout le temps. Manifestez-vous fréquemment de fortes tendances à l'isolement? Oui, j'aime beaucoup l'isolement, je suis assez antisocial. Bon, alors est-ce que l'un de vous, messieurs, a là-dessus une question à poser à Paul Morand? Je vois que vous prenez tous des notes, alors je vais essayer de continuer. J'ai remarqué que vous aviez marqué beaucoup d'hésitation lorsque je vous ai demandé si tout frein avait le don de vous exaspérer. Parce que je suis de tempérament anarchiste. Bon, vous êtes un révolté. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis un anarchiste acceptant, mais Résigné? je déteste les freins et je leur échappe par mes ruses qui sont généralement douces et j'arrive à sortir d'une pièce très facilement sans qu'on s'en aperçoive. Et Il va falloir que nous vous surveillions. Comment accordez-vous, ce doit être très facile à accorder, mais vous pouvez peut-être nous le dire, ce tempérament, enfin, cette nature doucement anarchiste et ce goût du scrupule, de la vérification? Est-ce que vous seriez donc un anarchiste précis et méthodique et non pas un anarchiste vague? Ah non, pas du tout. Je prends une attitude négative, je me refuse à ce qui me gêne et je l'élude. C'est ça, mais alors qu'appelez-vous que scrupule, puisque vous avez répondu que vous Ah étiez ben je très regrette de scrupuleux. m'être éludé, j'ai mauvaise conscience. Vous avez mauvaise conscience de votre anarchie. Bien sûr. Mais mauvaise conscience de votre anarchie ou de la douceur de votre anarchie? C'est-à-dire, trouvez-vous que vous n'acceptez pas assez ou trouvez-vous que vous acceptez encore trop? Non, je trouve que je n'accepte pas assez, bien entendu. Mais au nom de quoi? Au nom de d'une doctrine extérieure toute faite? Au nom de... Non, d'une certaine partie de moi-même qui est constructive, qui est désireuse de m'associer à mon époque, à la vie sociale et à des choses auxquelles Maintenant, moi, je j'échappe. crois que les scrupules sont plutôt par rapport à lui et les impatiences par rapport au monde extérieur, que ça ne va donc pas absolument en contradiction l'un avec je l'autre. vous m'attendais point que ça allait en contradiction. J'allais faire remarquer justement qu'on n'a pas le goût du scrupule, c'est le scrupule qui s'impose. Qui a le goût de vous. Irrésistiblement, qui a le goût de ce... Non, mais après, c'est quand même une certaine dualité de nature, vous venez de le dire, puisqu'il y a une partie de chez vous une partie de vous qui est attachée au corps social et qui m'origine quelquefois à l'anarchisme. Oui, en vous. mais enfin, ma tendance est d'être tout de même très paresseux et très passif, si je le peux. Pardon, Mais Jean-Pierre Raffet. est-ce que, d'ailleurs, vous ne vous en tirez pas, ou est-ce que vous ne conciliez pas en ne prenant pas tellement le corps social au sérieux? Il m'a semblé que dans votre œuvre, il y avait naturellement une grande partie d'adhésion qui devait correspondre, je pense, à une période d'élan de vous-même, mais qu'il y avait aussi peut-être un œil amusé posé sur le spectacle de ce monde. Oui, mais enfin, c'est très difficile depuis 1940 de ricaner, vous savez. Non, mais c'est pourquoi je pensais à Mais toute la ça, période alors, je précédente. pense que Morand n'a jamais ricané. Parce que je me rappelle que dès le début, d'ouvrir la nuit, de fermer la nuit, certains de mes amis, comme Drieux, disaient que c'était des cris d'horreur devant le désordre du monde. Naturellement, moi, je m'arrangeais à ce qu'il ne soit pas horrible, Oui. ces cris d'horreur. Mais enfin, c'était évidemment des bien cris sûr, d'horreur. bien sûr.
D'ailleurs, il faudrait lui poser là toute une série de questions. Oui, Par pourquoi exemple- vous êtes à vous arranger pour que ces cris d'horreur ne soient pas horribles, par exemple? Mais parce que je crois que j'ai une nature assez douce et peu violente. Il est certain que je ne sens pas le cri d'horreur, fût-il voilé sous une forme qui est remarquable, dans Léoïs et Irène, par exemple. Non, mais Berle faisait allusion au premier livre, premier, n'est-ce oui, pas, au qui premier, sont une oui. espèce de constat de l'époque. Eh bien, Mais je crois qu'il y a un cri d'horreur dans Lewis et Irène aussi. Je pense que Lewis est pour lui un personnage horrible. Enfin, que c'est une espèce de dinosaure qui est en train de naître dans le monde moderne et pour lequel il n'a aucun goût. N'est-ce pas? C'est le triomphe de l'ennemi, si vous voulez. Je crois qu'alors la question que nous pourrions poser à M. Paul Morand est justement celle-ci. Je ne sens pas le cri d'horreur, je sens au contraire quelque chose d'assez amusé dans la contemplation de son personnage, et je lui demande, au fond, si ce personnage l'effraie ou lui est simplement un spectacle. non, il ne m'effraie pas, il est un spectacle, mais enfin, ça t'a reposé à nouveau la question. C'est un spectacle, c'est une façon de me dire à moi-même des choses souvent, je ne dirais pas pénibles et désagréables, mais qui ne sont pas gaies, certainement. Mais je voudrais tout de même vous demander comment il se fait que vous acceptiez le cri d'horreur et que vous n'acceptiez pas le terme de révolte. Oh, parce qu'on ne peut pas se révolter un peu, il faut donner sa vie à ça, ou se tenir... Vous avez fait allusion à 1940 et vous avez dit que depuis 1940, il était devenu difficile de ricaner. Mais s'il est vrai que vous avez poussé des cris qu'on accepte, que vous acceptez, vous acceptez qu'on vous dise que ce sont des cris d'horreur, n'est-ce pas, au début, dans vos premières œuvres? Non, je n'accepte pas, parce que Oui, mais je enfin, ne suis pas Jules Vallès. C'est cela, oui. Mais enfin, d'où vient que vous n'ayez pas poussé, depuis cette époque où l'on ne peut pas ricaner, des cris qui soient véritablement d'horreur? Si vous avez commencé par, disons, une demi-horreur, par une demi-révolte, enfin, par un refus d'adhérer, qu'est-ce qui, dans votre évolution, explique qu'à partir de cette époque où on ne peut plus ricaner, précisément, vous n'ayez pas poussé des cris plus... Ah ben, je me suis plus beaucoup violents. plié sur moi-même, je suis enfermé dans l'étude, dans la lecture de tous les classiques, et ça a duré, en somme, depuis 7 ans, n'est-ce pas? Mais on peut demander si la révolte n'est pas limitée par l'intelligence. Alors, vous avez décollé du monde, en quelque sorte, au moment où il devenait le plus horrible. Eh bien oui, c'est assez vrai. Je reviendrai vers le problème dont nous avons parlé au début. Cette question des cris d'horreur, moi, me surprend un peu personnellement. J'étais assez jeune quand j'ai commencé à lire les premiers livres de Paul Morand, que j'ai énormément goûté, comme tous ceux de ma génération. Je n'ai pas eu à l'époque, il est vrai que j'étais un témoin de 22 ans et je sortais de la guerre de 14-18, je n'ai pas eu une telle impression d'un monsieur qui pousse des cris d'horreur devant la réalité. L'impression que j'ai maintenant avec retardement et que je viens mettre en rapport avec ce que vous venez de nous dire de votre anarchisme et des autres traits de votre caractère, c'est qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'anarchisme qui s'extériorise dans votre style. Il y a là une forme extrêmement corsetée qui fait que vos impressions, vous les livrez au public après les avoir soigneusement moulées, choisi un moule particulier, et après les avoir exprimées d'une manière très particulière. On n'a pas une impression de quelque chose de spontané qui explose et qui libère un anarchiste de quelque chose qui l'oppresse. Nous avons eu tout de même cette impression, nous, quand nous avons lu les premiers livres de Paul Morand, en ce sens que la forme était tout à fait inattendue, n'est-ce pas? La jeune fille du tir, Gobeleuf et Boile jet d'eau, c'était pas du tout le style auquel on était accoutumé. Mais je parle des cris d'horreur, en ce sens que je crois qu'il y a un décalage complet entre l'univers que Morand représente au début de sa production littéraire et l'univers d'où il vient et qui lui paraît normal. Alors, quel est l'univers d'où il vient et qui lui paraît normal? À quel moment ce cri d'horreur s'est-il présenté dans votre esprit? C'est vous qui employez le cri d'horreur. Oui, encore une fois, mais en fait, c'est pour la facilité de... Disons d'inquiétude. Mettez l'horreur d'un homme qui a été élevé à la fin du 19e, qui est une aventure très courante et qui tout à coup voit les grandes catastrophes des 40 dernières années. Dans une famille très bourgeoise et parisienne depuis très longtemps, mon père était un homme extrêmement fin, doux, très beau, très cultivé et qui n'a jamais pu se décider entre la peinture et la poésie qu'il aimait également. Vous savez, c'était la fin de l'époque pré-raphaélite où les artistes se croyaient capables de tout faire quand ils donnaient
je pense à une pièce qu'il a donnée qui s'appelait Grésilidis. Eh bien, par exemple, il dessinait les décors, il dessinait les costumes, il écrivait les vers. Et c'était une atmosphère très très agréable. Nous voyions très peu de monde, mais enfin des amis très choisis et tous très, très fins. Et c'est là que j'ai connu Schwab, qui était un grand ami de mon père. Vous savez qu'ils ont traduit Hamlet ensemble, et je voyais arriver Moreno, qui était un personnage étonnant, elle aussi pré-raphaélite, d'une maigreur. On voyait le jour à travers. Elle était habillée dans des robes byzantines de l'époque, et Schwab, qui avait une énorme influence sur elle, c'était un homme qui m'a alors ouvert des horizons, qui m'a donné le goût d'abord de l'anglais, des élisabétains, de l'aventure. Et peut-être le goût de la phrase bien taillée. Oui, ça je l'ai toujours eu, parce que vous savez, nous sommes une génération nous sommes une famille d'ouvriers d'art, de fondeurs de bronze, de graveurs sur verre, et j'ai toujours eu le goût de la forme et l'ouvrage fait à la main. Mais je me rappelle que Morand m'a dit que son père lui disait toujours que c'était beaucoup plus facile de renoncer aux choses que de se donner la peine de les acquérir. Ah oui, ça. Or, rien n'est plus contraire au style rien que la terre, ouvert la nuit. Alors c'est peut-être une fermé la nuit, réaction, n'est-ce pas? évidemment, contre ça. On vivait dans un... Mon père était un grand fonctionnaire en même temps. Il a été pendant 25 ans directeur des arts décoratifs. Et jamais il n'était question d'argent, par exemple, à la maison. Mon père n'est jamais entré dans une banque, il ne savait pas signer un chèque, n'est-ce pas? Ça ne comptait pas pour les gens de cette époque-là. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que Morand a Lévis et découvert, Irène est une réaction contre a cette découvert jeunesse. l'argent avec une certaine espèce de scandale? Et de volupté. Et de volupté. Mais alors vous, dans cette époque de votre enfance, est-ce que vous aviez déjà le goût et l'idée de vous diriger vers la littérature? Enfin, ou est-ce que vous hésitiez? Très peu. Je voulais être officier de marine, et j'étais complètement nul en mathématiques. J'ai dû renoncer au Borda avant même, de m'y présenter. Et d'ailleurs, au bachot, j'ai répondu que le cercle était un rond. C'était mauvais. J'étais très honteux. Ce n'était pas faux. Non, j'ai été honteux toute ma vie. Mais non, Pascal Lévis, moi je l'ai découvert 50 ans après. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, si on s'y parlait, si on fait le décalage des temps, revenu inconsciemment ou instinctivement à ce mode de vie depuis quelques années, peut-être par une sorte de nostalgie, de même que l'on se replie dans le sein de sa mère, n'est-ce pas, ou que l'on retourne. Ah bien sûr, et puis il y a l'âge aussi, il y a la vitalité qui n'est plus la même, n'est-ce pas, la curiosité qui s'émousse. Il y a donc eu en vous ces deux tendances, je m'excuse de la génération du vague du mot tendance, n'est-ce pas, de celle du milieu familial et puis celle du monde moderne dans lequel vous êtes entré. Au fond, vous n'avez jamais fait la synthèse. C'est-à-dire, vous n'avez jamais reconstitué entre ces deux tendances une sorte d'intégrité de votre personnage. Mais est-ce que ça ne vous a jamais posé de problème, précisément? Personnage je ne crois pas beaucoup au problème, vous savez. Non, mais je crois que le prochain livre de Morand s'appelle Le Flagellant. Et que pour des gens comme nous, qui sommes rompus aux suspicions psychanalytiques, le simple titre de Flagellant, évidemment, est inquiétant. Non, il faut dire Le Flagellant de Séville, ce qui est déjà moins triste. C'est moins triste. Et puis alors, vous verrez que l'élément de complexe d'autopunition est tout de même un thème secondaire. Mais comment pouvez-vous dire, que c'est très curieux que vous disiez que vous ne croyez pas au problème, alors que tout ce qui résultait de votre premier interrogatoire était d'un personnage qui croit essentiellement au problème. En tout cas, le mot problème me fait horreur. Mais il me semble qu'il y a tout de même des problèmes qui se sont posés pour vous, ne serait-ce que des problèmes de style. Non, aucun. Quand vous avez commencé à écrire, vous avez tout de suite trouvé le style qui vous est propre et qui est si original, ou est-ce que vous avez eu l'impression de forger quelque chose et de découvrir quelque chose? Pas du tout. Je crois qu'il y a une partie d'originalité qui exprime mon moi profond, et puis il y a la partie qui est due à l'époque et qui se dégagera certainement plus tard. Mais enfin, vous parlez du monde dans des livres, on vous écoute, on vous suit, vous avez un public. Cela seul n'est-il pas un grand problème? Mais oui, mais par exemple, le problème de la responsabilité de l'écrivain est pour moi un problème tout récent et qui monte aux dernières années. Le côté moral
Et de l'écriture, du fait de communiquer avec ses semblables, une chose à laquelle j'ai jamais pensé, c'est des espèces c'était ma petite chanson, je la poussais sans penser du tout à ce qu'il allait arriver. Puisque vous venez de nous dire que votre style correspondait à votre moi profond, est-ce que je puis vous demander quel était ce moi profond? En d'autres termes, puisque cette émission s'appelle Qui êtes-vous, est-ce que cette question, vous vous l'êtes déjà posée à vous-même? Oui, mais n'est-ce pas, j'ai peur en me définissant, je pourrais plutôt vous dire comme Jules Renard, j'ai des dégoûts très sûrs, n'est-ce pas? Eh bien, négativement, nous arriverons peut-être plus vite que... Eh bien alors, faites-nous part déjà de vos dégoûts très sûrs. Vous nous avez déjà dit quelques-uns, mais enfin... Ah bah, la table de travail, par exemple, est une chose... Berle qui me connaît bien vous dira que je déteste ça. Oui, il n'aime pas travailler. Vous n'aimez pas travailler sur une table, vous n'aimez pas travailler en général? En général. Oh, oui. Si je me laissais aller, je lirais le dictionnaire, qui est une espèce d'aventure passionnante, et j'aime par-dessus. Mais, et alors, en dehors de la table de travail, est-ce que le lit vous fait horreur de la même façon? Non, j'aime beaucoup le trouver et j'aime beaucoup le quitter. Puisque nous sommes dans la question des ameublements indispensables, la table et le lit, j'en arriverai, si vous voulez bien, à cet autre instrument si important, la chaise. Ne me parlez pas, j'ai horreur de la chaise. Oui, mais il aime le fourneau de cuisine. J'adore faire la cuisine, mais j'ai horreur de la chaise. J'aime beaucoup mieux être couché par terre, et je crois que la chaise est une invention affreuse. Mais quand vous travaillez, vous êtes bien obligé de vous asseoir pendant quelque temps devant votre bureau, ou bien est-ce que vous réfléchissez en vous promenant de long en large? Non, j'aime assez écrire debout. Ah, vous avez la petite table qu'avait autrefois souvent Non, les je n'ai pas de écrivains, matériel. non? Vous savez, j'ai habité tellement de maisons, j'ai vécu tellement de pays que je ne peux pas dire que j'ai un matériel pour vivre. Enfin. Il y a le dégoût de la stabilité, hein, de rester dans le même endroit. Oui, ça, vous aimez les voyages, évidemment. Vous aimez les voyages parce que vous détestez rester au même endroit. Ça a commencé Et quand, puis- le voyage? Ah ben ça a commencé avec l'école navale et puis après ça avec les voyages en Angleterre où on m'a envoyé, ce qui était encore à ce moment-là une chose assez rare, et puis après ça avec les affaires étrangères, et toute ma vie j'ai voyagé, et je crois que c'est surtout une grande curiosité qui ne m'a pratiquement jamais quitté. Vous faisiez l'école navale avec l'idée de partir. Ah oui, c'était uniquement ça. Je vous demanderai si, en recherchant le monde et en cherchant à satisfaire votre curiosité par rapport au monde extérieur, vous ne vous fuyez pas vous-même également. C'est-à-dire qu'une des couches les plus superficielles de votre Évidemment. esprit Oui, ne oui. tient pas à percevoir ce qui se passe en dessous. Je crois alors que ça c'est un cas très commun, n'est-ce pas? est-ce que vous reconnaissez la parenté dont parle Monterland dans Les Voyageurs traqués entre lui et vous? Je le voudrais bien. Est-ce que le goût de la fuite n'est pas lié à la peur de la mort? Parmi les dégoûts, je crois que le dégoût de la mort est assez fort. Je suis pas si sûr. Est-ce que cette curiosité que vous avez eue n'est pas un certain attrait pour le bizarre, l'inconnu paraissant de loin toujours bizarre, et est-ce que ça ne justifie pas également votre attrait pour certains caractères Ah, que certainement. vous appelez Eh ben- les extravagants? Vous Oui, avez oui. écrit Eh un ben, tout livre. ça, je dois ça à Schwab. Les vies imaginaires, non pas la lecture, mais la façon dont il les parlait, dont il les écrivait, car il en a écrit quelques-unes, mais il en parlait 1000. Ce goût de la fuite, Oui. à partir de quand avez-vous senti qu'il se manifestait? Très jeune, j'ai toujours eu. La fuite a commencé quand, très jeune? Eh bien, le goût de la lecture, de Jules Verne, des, Ah oui, 12 ans, des ça commence à paysages 12 ans. nouveaux, 12 ans, 13 ans, et puis alors mes parents disaient, il est fils unique, il va partir, c'est affreux, alors ça me faisait un grand plaisir d'être un individu singulier, et d'éblouir ma famille en me préparant à m'en aller. Mais vous n'avez pas cherché à l'éblouir en faisant une fois l'école buissonnière ou... Non, pas du Non, tout. vous Non, étiez non, un non, enfant pas du tout. sage. Oh, j'étais un enfant très sage. J'étais un fils unique et très sage. Très sage. Mais alors, à un moment donné, enfin, allons un petit peu plus loin, au moment de l'adolescence, est-ce que là, vous n'avez pas eu une façon de quitter votre famille, enfin, de vous en aller? Je ne l'ai jamais quitté. J'ai quitté Paris, mais je n'ai jamais quitté ma famille parce que l'affection et le grand amour que j'avais pour elle faisait que j'étais toujours en contact avec elle et que j'aimais énormément revenir dans le cadre familial et à Paris. D'ailleurs, ça a continué. J'ai fait énormément de voyages et de grands voyages, mais j'ai tout le temps besoin de revenir prendre bar, enfin de toucher, commenter le sol natal et de repartir. Oui, mais si, étant enfant, étant adolescent, vous aviez le goût du départ, est-ce qu'au moment, alors je pose une question précise, de votre premier amour, vous n'avez pas eu le sentiment d'un départ?
Je sais pas quand c'est mon premier amour. C'est peut-être tellement ancien qu'il ne se rappelle pas. Oui, mais alors il y a le départ il y a tout de même le départ dans l'amitié, qui a dû constituer un départ. En quelque Puis je n'aime sorte. pas qu'on me mette la main dessus, alors que ça soit un homme ou que ce soit une femme. J'adore être en face de moi-même, n'est-ce pas? J'entends bien, mais enfin, sans vous mettre la main dessus, vous pouvez passer 3 minutes avec une femme comme avec une ville. Vous adorez être en face de vous-même et vous acceptez qu'on dise que vous vous fuyez. Ben oui, mais c'est une façon de... Enfin, j'aime ma rêverie, j'aime ma solitude, et j'aime énormément rêvasser. Mais je Donc, là, pensais je qu'il y avait eu alors une époque où l'amitié a joué un très grand rôle. Ah oui, N'est-ce pas, ça constitue presque j'ai un beaucoup- second milieu familial. Oui. J'ai beaucoup Est-ce que- aimé l'amitié et souffert par l'amitié. Et par l'amour. La Beaucoup question n'est pas moins, trop indiscrète. beaucoup moins. Lorsque vous avez eu, enfin, est-ce que vous avez des souvenirs de vos premières grandes amitiés? Est-ce que ces amitiés sont nées dans le cadre familial ou au contraire en dehors? C'était les amis de mes parents, Qui sont devenus les vôtres? qui sont devenus les miens. Et puis alors, j'ai eu mes amis de concours, n'est-ce pas? J'ai eu surtout Léger, qui était un personnage tout à fait extraordinaire, et puis Giraudoux, tout ça, ça date d'à peu près la 16e, de la 16e à 18e année, n'est-ce pas? Oui, mais entre Ces choses-là ont compté beaucoup plus que l'amour pour moi. Giraudoux a fait une espèce de transition entre l'amitié extérieure et l'amitié familiale parce qu'il était lui-même entré Ah dans oui, le il milieu. était tout à fait dans ma famille, n'est-ce pas? Giraudoux prenait tous ses repas à la maison, et je le voyais, 2 ou 3 fois par jour, j'allais le chercher soit au ministère, soit au matin, soit... Nous ne nous quittions jamais, n'est-ce pas? Oui, ce qui fait qu'il n'y a jamais eu, à ce point de vue, de départ réel. Oh, pas du tout. Je voudrais vous poser une dernière question, ou toutefois revenir à une question que je vous ai déjà posée, à savoir la question générale, qui êtes-vous, Paul Morand? Ben, si je ne suis pas toujours très sûr de ce que je suis, il y a un point sur lequel je n'ai aucun doute. Un de mes amis m'a longuement caché sa femme parce que son horoscope lui avait prédit qu'il serait trompé par un intellectuel célèbre. Eh bien, je lui ai demandé qui c'était. Jamais j'aurais pu le rassurer d'un mot. Je ne suis pas un intellectuel et je ne pensais pas en être un. Et j'ai été stupéfait quand j'ai vu qu'il pensait à moi. Le monde se résout pour moi en sensations, en images, en formules qui s'implantent assez brusquement. Et puis se transforme alors, à partir de ce moment-là, en une forme à laquelle j'attache énormément d'importance. Il m'arrive de refaire 5 fois un manuscrit, un roman, même long à la main, n'est-ce pas? Alors, c'est tout de même un problème, ça, que vous acceptez. Et puis parce que c'est ce que j'aime. Non, mais c'est ce que j'aime le mieux, c'est la vie des mots, c'est le dictionnaire, c'est la recherche du mot juste. Et je suis d'un âge où on faisait, et je vous dis, d'un milieu où on travaillait à la main et on y trouvait plus humain, on y trouvait une espèce de plaisir artisanal. Si jamais quelque chose survit de moi, eh bien, je crois que ça apparaîtra très nettement un jour. Ce sera votre revanche. Ben oui, La si vous revanche voulez. de ce que vous êtes sur ce que vous avez vu. Si vous voulez. Jean Guyot, voulez-vous nous dire à quelle conclusion vous amènerait le test qu'a subi Paul Morand, même si vous ne saviez pas qu'il s'agit de Paul Morand? Nous nous trouvons de toute évidence devant un personnage qui est de plus en plus attiré par la solitude. Il est doux, curieux, indépendant, partagé entre le goût de ne rien faire et l'impossibilité de ne rien faire. Ce soi-disant paresseux n'abandonne pas facilement une tâche difficile. C'est peut-être en vertu des efforts qu'il est obligé de faire sur lui-même, en vertu des contraintes qu'il s'impose, qu'on découvre en lui un certain attachement à l'argent. Il n'est pas toujours calme et de sang-froid, mais il offre facilement sa confiance. Il est essentiellement émotif, craintif, superstitieux et instable. Il ne peut rester en place, de même qu'il ne sait pas toujours bien ce qu'il veut faire, de même qu'il lui est difficile de se décider quand il faut faire quelque chose. Il ne déteste donc pas les conseils. Dans l'ensemble, Paul Morand prend figure de spectateur qui aime regarder, écouter, mais sans intervenir. Ce qui me semble le plus frappant dans son cas, ce n'est pas son goût de fuir, il est commun à beaucoup de gens, c'est son amour de la forme et même des formes. N'oublions pas que Paul Morand est un diplomate. Il ne proteste contre ce qui lui fait horreur qu'en se servant d'un vocabulaire qu'il façonne avec amour. Le goût artisanal du travail bien fait renforce la bonne éducation. Et si, malgré tout, son style à cette époque, si son œuvre a donné l'impression qu'elle était révolutionnaire, c'est qu'elle témoignait d'une personnalité explosive. Tout s'est passé en somme comme si Paul Morand, pour éviter une révolte qui lui semblait de mauvais goût, pour éluder des problèmes qui auraient mis en question trop de gens et trop de choses auxquelles il était attaché, s'était réfugié dans la recherche de mondes inconnus. Bien sûr, il n'y a rien que la Terre, mais sur la Terre, il y a des gens bizarres.
L'influence de Jules Verne et de Marcel Schwab ont été grandes sur un jeune homme tenté de faire éclater les murs de sa prison et qui ne trouve pas cela convenable. Tous deux lui parlaient d'aventures et de vies imaginaires. Il a fait de sa propre existence une de ces vies imaginaires. Si son style ne le trahissait pas, nous pourrions croire qu'il s'est accepté. En fait, ne pouvant changer ni le monde, ni lui, il s'en est pris aux mots. Et ce n'est pas toujours un jeu. Vous venez d'entendre Qui êtes-vous, Paul Morand, avec Emmanuel Berle, Maurice Clavel, Catherine Gris, Jean Guyot, le docteur Martin et Jean-Pierre Morphée. Montage Jacques Guinchard avec le concours des techniciens du centre d'enregistrement. Assistant Maurice Béard et Gaston Morphée. C'est une émission d'André Gillois. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 1er juillet 1951. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.